Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. J'avais envie de faire une sorte de partie 2 à ma vidéo où j'explique en fait les mécanismes un peu cachés, un peu subtils, un peu profonds du langage. Donc la vidéo qui s'appelle Pourquoi est-ce que la vérité n'est qu'ancrage hypnotique. Et je voudrais illustrer ces mécanismes à travers la pratique de la communication non violente. Alors je vais pas faire là maintenant une présentation générale de qu'est-ce que c'est que la communication non violente. Vous pouvez trouver pas mal de ressources de très bonne qualité déjà à ce sujet-là sur Internet. Disons que je vais juste résumer qu'est-ce qui est, à mon avis, un peu l'objectif principal de la communication non violente. En fait, la communication non violente, c'est quelque chose qui va être utilisé dans des situations où il y a des conflits, où les gens, en fait, n'arrivent pas à trouver une solution donc à leur conflit, à communiquer d'une manière, à la fois efficace, qui leur permette de se relier, et en fait de trouver une solution gagnant-gagnant à leur conflit. Et l'intérêt de la communication non violente, ça va être de trouver une façon de communiquer qui permet que aucun n'impose à l'autre à la fois ses désirs et aussi sa vision du monde et ses interprétations des choses. C'est-à-dire que à la fois il s'agit de communiquer une difficulté, sur un besoin, sur quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous, dans ce qui est en train de se passer dans l'interaction, dans ce qui est en train de se passer dans le contexte, mais avec une manière de communiquer qui n'implique pas, en fait, de se mettre dans une sorte de position haute, dans une sorte de position autoritaire envers l'autre, où en gros on essaye de lui imposer un mode opératoire, de lui imposer quelque chose, et en général l'autre, quand on veut lui imposer quelque chose, eh ben il a tendance à résister, à se défendre, et c'est là que ça crée une sorte d'affrontement, de conflit, de rapport de force. Et la communication non violente, on pourrait dire que c'est un peu la communication du non-rapport de force, ce qui serait peut-être une dénomination plus pertinente, parce que ça peut être l'aspect un peu déroutant de la communication non violente, c'est que vu qu'elle amène souvent à aller voir ce qui se passe au cœur des conflits, alors que assez souvent la façon que les gens ont de fonctionner d'habitude, c'est ils ont tendance à repousser souvent les conflits jusqu'à ce que les conflits deviennent de plus en plus énormes, et là à un moment ça explose, mais on peut passer très longtemps en fait à mettre les choses sous le tapis, et donc en apparence la situation n'est pas violente, ou en tout cas elle n'est pas conflictuelle. Bah, avec la communication non violente, vu qu'on a tendance à aller au cœur du conflit, à poser les problèmes, à assumer ses besoins et tout, bah ça peut faire ressurgir un certain nombre de conflits qui étaient d'une certaine façon réprimés. Alors après, est-ce que c'est de la violence ou non? Certains distingueraient les conflits et la violence. Je constate juste que dans certains groupes, disons, un peu alternatifs, qui essayent de fonctionner avec beaucoup d'écoute, d'empathie, où on essaye de se dire ce qu'on ressent, de régler les problèmes de fond pour tout le monde et tout, bah, parfois ces gens-là vont organiser ce qu'ils appellent des cercles restauratifs, qui peuvent être accompagnés par un médiateur, donc en fait, c'est des choses qui peuvent durer assez longtemps, parfois sur un week-end entier, et bah, ça va être des situations comme ça où il y a tout un petit collectif qui peut être de 20-30 personnes qui se réunissent comme ça en cercle, et puis qui essayent de présenter leurs difficultés, pourquoi est-ce qu'avec telle ou telle personne ils trouvent que ça fonctionne pas et tout, et avec une certaine dynamique, une certaine organisation dans le processus. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est des situations qui, vues de l'extérieur, ou vues avec un regard de spectateur en tout cas, peuvent sembler incroyablement violentes, parce que bah on a des personnes qui vont se mettre à lâcher leurs émotions refoulées, à crier, à pleurer, parfois ça va se balancer des sacrées vacheries, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc c'est vrai que vu comme ça, et pourtant ça se base souvent sur les principes de la communication non violente, mais avec des choses qui peuvent être très très explosives, très tendues, mais à la fin, en général, quand c'est bien mené, on arrive à une forme d'arrangement général qui peut être accepté et convenir à tout le monde. Et surtout, il y a souvent beaucoup de tensions qui sont libérées, et quand elles sont libérées, en fait, il y a une forme de calme, de sérénité, un accueil de l'autre et une forme d'harmonie générale qui se met en place suite à cette explosion d'émotions qui, en fait, peut être très agréable pour tout le monde. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu, à mon avis, la difficulté et
Le problème que des gens vont souvent rencontrer avec la communication non violente, c'est que vu que le nom de la pratique attire des gens qui ont un problème avec la violence, bah à un moment cette pratique va les amener quand même à être dans une forme de quelque chose de confrontant, quoi, de quelque chose qui chahute. Et donc c'est vrai que ça peut, pour des gens qui veulent absolument pas se confronter à ça, il peut y avoir quelque chose d'assez paradoxal dans cette approche. Bon, mais du coup, vous me demanderez peut-être, c'est très intéressant tout ça, mais c'est quoi le rapport finalement entre la communication non violente et ce que tu racontes dans ta première vidéo? En fait, je vais vous l'expliquer. En communication non violente, généralement, lorsqu'on découvre en fait la pratique, on présente assez vite ce qu'on appelle l'OSBD. Alors ils font des très jolis dessins avec un petit bonhomme et tout. En gros, le principe de l'OSBD, c'est de dire que on va essayer de communiquer en faisant d'abord des observations sur la situation, puis en exprimant notre sentiment, notre émotion, on pourrait dire, par rapport à cette situation. Puis après, on va exprimer un besoin, et une fois qu'on a exprimé ce besoin, on va faire une demande à l'autre personne pour essayer de trouver un arrangement. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le langage girafe, parce qu'il y a, on pourrait dire la girafe qui est la personne qui s'exprime en communication non violente, donc selon l'idéal de cette pratique, qui est opposée au chacal, qui est la personne, on va dire, qui s'exprime dans le langage courant, qui du coup est plus violent. Et donc le chacal, lui, en général, il fait pas des observations, il fait plutôt des jugements. Il exprime pas ses sentiments, il fait plutôt des évaluations. Il exprime pas non plus ses besoins. Il va plutôt décrire des stratégies sur comment est-ce qu'il faudrait faire pour satisfaire ses besoins, mais du coup, il parle pas de ses besoins directement. Et au lieu de faire des demandes, il exprime des exigences. Ce qui est assez intéressant, en fait, quand on regarde, c'est que la girafe a un mode de communication qui va beaucoup plus à l'essence des choses, qui est en réalité beaucoup plus simple. On pourrait presque dire simpliste, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de revenir à une forme d'universel, de quelque chose que personne ne peut contester. Et aussi de revenir à des formes d'émotions, disons, plus authentiques, qui peuvent être réprimées habituellement. Là où en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chacal en fait utilise des stratégies. D'ailleurs, stratégie, c'est dans le langage chacal. Il utilise en tout cas des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus sophistiqués, avec souvent beaucoup de choses qui ont été culturellement intégrées, qui ont été intégrées dans l'histoire de vie. En fait, le chacal, il aime beaucoup analyser les situations, il aime beaucoup décrire des protocoles, des processus, dire ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Et d'une certaine façon, le chacal est plus sophistiqué que la girafe, c'est ça qui est intéressant. Et là, le lien qu'on peut commencer à faire avec mes vidéos précédentes, c'est en fait simplement le constat que plus on commence à aller dans la subtilité, dans la complexité, dans l'abstraction, surtout dans l'abstraction en réalité, plus les gens ont des difficultés à communiquer et à se mettre d'accord. Parce qu'en fait, si on reprend les histoires de strates du langage, sur les strates de base, papa, maman, chat, bateau et tout, à peu près tout le monde est d'accord, mais sur les strates plus complexes, les gens sont de moins en moins d'accord parce que leurs expériences de vie et le sens qu'ils mettent derrière les mots divergent de plus en plus. Et donc, quelque part, l'idée, au fond, derrière la communication non violente, c'est qu'il y a un certain nombre de choses chez les êtres humains que tout le monde expérimente, qui sont des formes d'invariants, et sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Et puis, il y a des choses sur lesquels les gens ne pourront pas se mettre d'accord parce que ça relève d'interprétations personnelles, de vécus personnels, un certain nombre d'analyses qui ne seront pas partagées par tout le monde. Et donc, avec la communication non violente, on revient finalement aux fondamentaux, on revient aux invariants de l'expérience humaine et on se met d'accord à partir de ça, en quelque sorte. C'est généralement pas présenté comme ça dans la communication non violente, mais on va dire que c'est comme ça que j'aimerais le reformuler, c'est le nouveau regard que j'aimerais apporter par rapport à cette pratique dans cette vidéo. Et donc en fait, si on reprend la première étape de la communication non violente, donc l'observation qui s'oppose au jugement, ça va être par exemple, la communication non violente, généralement, ça s'applique pas pour transmettre à l'autre des préoccupations assez complexes sur le sens de la vie, sur
sur les enjeux politiques ou je ne sais quoi. Généralement, c'est plutôt pour des problèmes assez simples de type les exemples fréquents, c'est qui doit faire la vaisselle à quel moment, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se répartir les tâches, ou éventuellement telle personne m'a dit une telle chose et je l'ai interprété d'une telle manière. Enfin, généralement, c'est sur des conflits un peu du quotidien. C'est d'ailleurs là où ça marche assez bien. Alors, typiquement, dans un cas, par exemple, où il y a de la vaisselle dans l'évier, et puis les gens s'engueulent sur qui doit laver la vaisselle quand, l'observation, ça va être j'observe que il y a de la vaisselle dans l'évier, il y en a éventuellement une certaine quantité, ça commence à déborder. Bon, ça, c'est une observation, et un jugement, ce serait j'observe que tu t'es pas occupé de la vaisselle alors que ce sera à ton tour. Là, on est déjà en train de créer une narration. Et l'observation est généralement décrite comme plus objective que le jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement que plus objective? Si on reprend mon approche de la première vidéo, plus objective en réalité, ça veut dire tout simplement plus relié à l'expérience phénoménale du monde, plus relié au phénomène direct, plus relié à ce qui est tangible, palpable, qu'on peut observer directement devant soi. En fait, c'est pas tellement que c'est plus objectif, c'est surtout que c'est plus simple, il y a moins d'abstraction. Si je commence à faire un raisonnement sur dans l'absolu, qui est supposé s'occuper de quoi, comment, selon une certaine morale et tout, selon quelque chose qui est supposé avoir été mis en place, là je suis dans des abstractions, je suis dans des choses que je ne peux pas observer directement, alors que si je fais simplement l'observation que l'évier est rempli, il y a de la vaisselle dans l'évier, là je suis en train de faire une observation, et a priori, les gens ne vont pas s'engueuler sur des observations aussi simples et aussi neutres et que tout le monde peut constater empiriquement. Et c'est tout l'intérêt de l'observation par rapport au jugement. Si on descend un peu à la deuxième étape, qu'on parle du sentiment, là c'est intéressant, parce qu'on en arrive à un des principes qui est très cher pour moi et que j'aimerais pouvoir transmettre, c'est que finalement la seule chose qui est réellement objective et sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord, c'est paradoxalement sur la subjectivité. Si je dis par exemple je me sens triste parce que tu as été méchant avec moi, parce que tu as fait ci, mais ci, la personne peut ne pas être d'accord parce que, certes, je décris mon émotion, mais j'émets aussi un jugement subjectif qui vient justifier mon émotion. Et ce jugement subjectif, la personne va généralement juger qu'il n'est pas recevable. En fait, si je me contente simplement d'exprimer mon ressenti, d'exprimer ce que je vis subjectivement, sans poser d'évaluation, sans poser d'interprétation derrière, si je dis simplement quand il se passe ça, je me sens triste, ou en ce moment je me sens triste, en fait personne ne peut venir me dire non, tu ne te sens pas triste. Parce que si, c'est juste ce que je ressens, et c'est un ressenti subjectif. Après, une personne pourrait dire oui, mais ce n'est pas raisonnable de se sentir triste dans cette situation parce qu'il n'y a pas de raison d'être triste et tout. En fait, c'est pas une question d'avoir une raison ou pas, c'est juste là, maintenant, je me sens triste, point barre, c'est ce que je ressens. Donc en fait, personne ne peut remettre ça en question. Souvent, il y a des gens qui vont avoir tendance à faire des erreurs quand ils débutent la CNV sur cette étape. Par exemple, ils vont dire quelque chose comme je me sens trahi. Et là, après, on va dire oui, mais alors, en fait, la trahison, c'est pas vraiment un sentiment, c'est déjà une forme de jugement. En fait, qu'est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te sens réellement? Tu te sens seul, tu te sens en colère, tu te sens dans la confusion, mais tu ne te sens pas trahi, parce qu'en fait, si tu dis que tu te sens trahi, ça veut dire que tu estimes que l'autre devait se comporter d'une certaine façon avec toi et qu'il s'est pas comporté de cette façon-là. Donc, en fait, c'est pas vraiment un sentiment, c'est pas vraiment quelque chose que tu ressens, c'est pas une émotion. En tout cas, dans ton émotion, il y a déjà de l'interprétation. Oui, aussi l'un des principes de l'émotion, c'est que autant les gens ont un usage du langage et un discours et une interprétation du monde qui peut varier, autant, a priori, les émotions, on a globalement tous plus ou moins les mêmes, donc on peut tous se mettre d'accord dessus. C'est quelque chose qui, finalement, vient avant le langage. La capacité de les nommer vient avec le langage, mais la capacité de les ressentir vient avant. Donc on descend encore d'un étage, et en fait on passe aux besoins qui s'opposent aux stratégies. Là, c'est le même principe. Après, sur la distinction entre besoin et stratégie, on pourrait faire des liens avec la théorie de René Girard, par exemple, sur le désir mimétique et sur de quelle façon est-ce qu'en fait les humains
ont un peu un souci, c'est-à-dire que en fait ils ont des besoins qui sont universels, et puis ils ont des désirs qui ont tendance à se construire au-dessus de ces besoins comme une sorte de couche supplémentaire. C'est-à-dire que le désir c'est pas un besoin impérieux, mais c'est quelque chose qui a tendance à arriver après que le besoin a été satisfait, ou en tout cas le désir a tendance à être facilement confondu avec le besoin, et les êtres humains sont un peu dans une sorte de dynamique comme ça, de désir. Et le problème du désir, c'est que contrairement au besoin, euh, René Girard nous dit qu'en fait on ne peut désirer que ce que d'autres personnes désirent. Euh, moi je l'interprète en fait comme une forme de mécanisme cognitif assez indépassable, c'est-à-dire que pour désirer quelque chose, il faut être simplement capable de penser quelque chose à désirer. Et comment est-ce qu'on pense quelque chose à désirer? Par exposition aux autres, à la société, au langage, et par observation des autres. En fait, on se retrouve dans des situations comme ça, où les gens ont des besoins qui sont universels, qui pourraient être satisfaits d'énormément de façons différentes, mais la mécanique du désir a tendance à restreindre considérablement les stratégies qui vont être disponibles pour satisfaire ces besoins. Le désir et la stratégie sont des choses qui sont liées. Par exemple, des gros problèmes qu'on a au niveau politique sur la question du chômage, de l'accès à l'emploi, et ce genre de choses, bah, c'est beaucoup lié en réalité au fait que la plupart des gens ont un besoin qui est d'obtenir des ressources pour pouvoir se nourrir, se loger, etc., etc. Mais enfin déjà obtenir des ressources, déjà l'argent déjà c'est une stratégie mine de rien. Mais mettons que ce soit pas une. Pour obtenir de l'argent, il y a énormément de possibilités d'y arriver. Il y a énormément de métiers, d'activités qu'on peut faire, et éventuellement même des activités illégales. Bon, on va même pas parler de ça. Mais en tout cas, dans toutes les choses qui sont possibles de faire, généralement, les gens n'ont dans leur champ des possibles, dans leur angle de vue, qu'un tout petit nombre de stratégies possibles, de métiers possibles, qui sont liés, disons, à leur expérience de vie, à ce que leurs parents, leurs amis, etc., etc., font déjà comme métier, à ce dont ils ont entendu parler, ce genre de choses, à ce qu'ils s'imaginent être capables de faire. Et donc là, on voit que les stratégies qui proviennent du mimétisme limitent considérablement les manières de satisfaire nos besoins, et surtout, ces stratégies limitées ont tendance à être partagées par notre environnement, à être partagées par les autres, il y a une forme de contagion des stratégies, et cette contagion des stratégies va créer du conflit, va créer des tensions, va créer de la rivalité. Et donc, en général, les gens sont en conflit, parce qu'ils ont deux stratégies différentes pour assouvir un même besoin, et en fait, ils sont dans une forme de conflit de stratégie, où ils sont pas d'accord sur la stratégie à employer, et ils estiment déjà qu'il n'y en a qu'une seule qui est valable, et que d'une certaine façon, il n'y en a qu'une seule qui peut être mise en place. Et donc, quel est l'intérêt de revenir aux besoins plutôt que de parler des stratégies en communication non violente? Parce que c'est pour se rendre compte que les besoins, au fond, on a tous les mêmes. On a tous besoin de manger, de dormir, de se sentir accueilli, de recevoir de l'affection des autres, de la reconnaissance, ce genre de choses. Et donc en fait, sur les besoins, tout le monde peut tomber d'accord. Et une fois que le besoin a été conscientisé et qu'on s'est mis d'accord sur les besoins et qu'on a reconnu les besoins des autres, là on obtient de la souplesse sur les stratégies à adopter parce qu'on se rend compte que il y a plein de façons différentes d'assouvir ses besoins et qu'il n'y en a pas qu'une seule. Donc encore une fois, on retourne aux fondamentaux. Et quelque part, en quelque sorte, on déconstruit les évidences premières. Et enfin, on en arrive au dernier étage, qui est la demande, plutôt que l'exigence. Alors pourquoi la demande plutôt que l'exigence? Parce que simplement, c'est l'idée, en fait, de laisser une forme de libre arbitre à l'autre, de lui laisser la possibilité de dire non à notre demande. Justement, la demande, on peut dire non, alors que l'exigence, on ne peut pas dire non. Il y a une idée d'un rapport de force. Ce qui implique déjà de se mettre dans un état d'esprit où on s'imagine capable de survivre au refus de l'autre, et on s'imagine que l'autre, quelque part, veut à la fois son bien et veut notre bien aussi, et va essayer de trouver un arrangement qui permette d'arranger tout le monde. Mais en faisant une demande plutôt qu'en posant une exigence, en fait, on réduit le stress, parce que l'autre personne sent qu'elle a une liberté dans ses stratégies, dans ses possibilités d'action,
et que elle a tout à fait la possibilité de refuser. Donc d'une certaine façon, en lui donnant la possibilité de refuser, on favorise aussi le fait qu'elle va accepter, puisque se sentant libre, en fait, elle est plus dans la lutte, et elle va probablement être beaucoup moins dans l'opposition aussi. Donc en fait, si je résume mon propos, avec l'observation, je reviens en quelque sorte à la vérité des phénomènes et aux couches les plus basses du langage, c'est-à-dire que simplement je me contente d'observer ce qui se passe sans directement vouloir interpréter. Avec le sentiment, je reviens à mes émotions, je reviens à l'objectivité de ma subjectivité, et je partage ce que je ressens sans sans rendre l'autre responsable de ce que je ressens, et sans lui dire je ressens ci parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, voilà. Simplement, je reviens à l'essentiel de mon vécu intérieur. Avec les besoins, en fait, je reviens à l'essentiel de ce qui motive mes actions, plutôt que de dire il faudrait agir comme ci, comme ça. Bah, c'est simplement dire moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et avec la demande, bah, tout simplement, j'exprime ce que je veux, mais sans être dans une forme de jeu de domination. Et en fait, l'intérêt principal de la demande, c'est de laisser une porte de sortie à l'autre, tout simplement. Une fois qu'on a dit ça, un constat qui est assez souvent fait dans le milieu de la CNV, quand même, avec des gens qui ont un petit peu pratiqué, c'est que la communication non violente, sous la forme très rigide, observation, sentiment, besoin, demande, avec un protocole assez étape par étape, avec une certaine façon de formuler ces phrases et tout, c'est quelque chose qui, sur le papier, fonctionne assez bien, mais dans la pratique, fonctionne en général très mal, voire peut être pris pour une forme de manque d'authenticité. Et donc, l'idée, quelque part, c'est une fois qu'on a compris le principe de base, qu'on a compris la théorie de base, qu'on a un peu conscientisé, déjà, c'est surtout intéressant en tant qu'exercice de conscientisation pour moi, cette distinction entre OSBD et les jugements, évaluation, stratégie, exigence. C'est vraiment, ça permet en fait de voir le monde d'une nouvelle façon. Une fois que ce truc a été conscientisé, a été un peu pratiqué via les exercices et tout, on peut trouver une façon de l'appliquer qui est beaucoup moins artificielle, beaucoup plus naturelle. Et je dirais que en réalité, assez rapidement, ce qui va être à mon avis très important dans la pratique de la communication non violente, ça va pas être tellement le fait d'absolument toujours faire des observations plutôt que d'exprimer des jugements, dire toujours son sentiment, sans etc etc. Ça va être surtout de développer ce que dans ce milieu ils appellent les oreilles de girafe, c'est-à-dire être capable dans n'importe quel contexte, en fait c'est un peu la généralisation du principe, être capable dans n'importe quel contexte d'entendre derrière ce qui est dit par l'autre quels sont les fondamentaux, quelles sont les choses fondamentales. En gros, derrière un discours chacal qui me dit que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça, etc., etc., qui est en fait le langage d'une certaine manière qui est le plus spontané, j'ai envie de dire, pour les gens, et qui continue à être spontané par des gens qui font de la CNV depuis des années dès que la situation commence à devenir vraiment tendue. Parce qu'en réalité, on n'est pas des surhommes et on n'est pas incroyablement zen. Et en fait, dès que la situation dépasse un certain niveau de stress, on revient assez facilement dans l'agressivité. Bah, après, c'est de comprendre dans une situation tendue, de brancher, disons, son décodeur et de voir, ah oui, alors derrière les jugements de la personne, en fait, il y a des observations qu'elle a interprétées, voilà, derrière ces stratégies, en fait, il y a des besoins, et etc., etc., et en fait, qu'est-ce qu'elle ressent, et fondamentalement, qu'est-ce qu'on a en commun, et quelle est, on va dire, la racine, le squelette de cette situation. Et donc, en travaillant ces oreilles girafes et en se connectant à l'essentiel, eh ben, on arrive à développer une sorte de métavision qui facilite grandement la communication et qui facilite grandement la résolution des conflits. Parce que on a appris, par entraînement, à se reconnecter à ce qui est commun à tout le monde et à ce qui est, d'une certaine manière, objectif dans notre subjectivité ontologique.
Et du coup, ce qui me paraît finalement intéressant au final à relever, c'est que la communication non violente, qui est une approche a priori assez empirique, finalement retrouve des principes qu'à mon avis on peut mettre en évidence par la théorie du langage et par des théories de la façon dont on est au monde et dont on se représente le monde, et en constatant en fait qu'il y a différentes couches d'abstraction, différentes couches de compréhension, et que finalement, quand on est capable en fait de voir cette structure-là, et de revenir à l'essentiel, et ben du coup on est capable en fait de démêler énormément de situations et de rendre notre communication beaucoup plus efficace. On pourrait dire que d'une certaine façon, ce que je propose est une sorte de généralisation de vision méta de ce que peut proposer par exemple la communication non violente. Dans la description sous la vidéo, vous pourrez retrouver mon Facebook, mon Discord, mon site. Je suis aussi thérapeute et je peux vous proposer des séances individuelles pour vous aider à démêler vos tensions, les choses qui sont difficiles dans votre vie. Sur ce, je vous dis salut!